Histoire du roman policier. Une chronique réalisée par Michel Perrault et animée par Bruno Hiret et Emmanuel Blois. Bonjour Michel Perrault. Bonjour Bruno. Eh bien, nous nous retrouvons avec un grand plaisir, chères auditrices, chers auditeurs, pour la suite de cette histoire, cette longue et belle histoire du roman policier, ou plus communément du polar. Et aujourd'hui, nous faisons un grand voyage. Nous allons de l'autre côté de l'Atlantique, avec l'Amérique ou le hard-boiled. Alors là, on change véritablement de style de roman policier, parce que même si certains ont cru voir dans le roman gothique anglais le précurseur du roman noir, celui-ci est vraiment né aux États-Unis pendant les années 1920-1930, et il a remplacé le roman à énigmes qui était plutôt britannique. Les auteurs vont rendre compte de la réalité sociétale du pays, avec la violence, la dépression, la prohibition, le gangstérisme, la corruption politique et policière et la toute-puissance de l'argent. L'image du détective va changer. Ce n'est plus le gentleman chic et snob anglais, mais le dur à cuire, le hard-boiled, qui s'exprime dans la langue de la rue, qui fait l'usage de ses poings et qui porte un regard très pessimiste sur la société. Tous les auteurs du roman noir américain ont commencé par publier dans des magazines populaires peu coûteux, qu'on appelait les pulps ou les dimes, et Black Mask était le titre, le chef de file de ce type de magazine. Dashiell Hammett a été considéré comme le fondateur de ce genre, le roman noir. Il va être suivi par Raymond Chandler, par Jim Thompson, par Chester Himes, par James Hadley Chase et Frederick Brown. Chandler va écrire « Hammett a sorti le crime de son vase vénitien et l'a flanqué dans le ruisseau ». C'est donc tout un programme. Alors effectivement, dites-nous qui était Dashiell Hammett. Alors Dashiell Hammett est issu d'une famille pauvre. Son père était alcoolique et coureur de jupons. Et il est né à Baltimore en 1894. À 14 ans, il quitte sa famille pour mener une vie de bohème et s'initier au Bourbon. Il va être détective privé dans la célèbre agence Pinkerton à partir de 1915. Il va y côtoyer le crime organisé, il découvre la corruption au sein de la société américaine. Il va même participer à l'affaire de Fatty Arbuckle. Et il va démissionner quand l'agence Pinkerton s'engage pour briser les grèves en 1920. Il a à ce moment-là la tuberculose. La tuberculose va l'éloigner de sa famille et de ses activités professionnelles. Il se consacre à l'écriture de nouvelles policières pour les pulps. Et il va créer un détective nouveau, différent, bien sûr, des détectives britanniques. Ces nouvelles, il les signe Peter Collison. Elles n'ont pas été publiées du vivant d'Hammett, et elles sont sorties en France en 2011 chez Omnibus sous le titre « Coup de feu dans la nuit ». Sa compagne s'était opposée à la publication de ces nouvelles. Mais elles sont sous le nom de Peter Collinson ? Non. Maintenant, elles sont sous le nom d'Hammett, c'est plus vendeur. C'est plus vendeur. Alors, des nouvelles, Hammett est passé au roman, et en fait, il va n'écrire que 5 romans entre 1929 et 1934. On ne sait pas trop pourquoi il s'arrête, à cause de la maladie, à cause de l'alcool, à cause de la politique, il est communiste, ou plutôt de l'influence de sa nouvelle compagne, Lillian Hellman, dont on reparlera tout à l'heure. Son premier roman, La Moisson Rouge, est publié en 1929, au moment de l'effondrement de la bourse de Wall Street. Ça se passe dans une ville minière qui est gangrénée par les règlements de compte entre les mafieux. Il y a des flics corrompus, il y a des politiciens véreux. Son détective, il ne lui donne même pas de nom, il appelle Continental Hop, et il est chargé de nettoyer la ville de tous ces gangs. Ce détective réapparaît dans le second roman d'Hammett, toujours en 1929, qui s'appelle Sans maudit, et c'est une histoire de vol du diamant. Alors, en 1930, sort un roman plus connu, Le Faucon Maltais, avec un détective qui est Sam Spade. Il est cynique, il est sans scrupules, il enquête sur le meurtre de son associé. C'est un roman qui a été adapté 3 fois au cinéma,
dont une version qui est célèbre, c'est celle de John Huston en 1941 avec Humphrey Bogart. Mais il y a eu récemment une série avec Sam Spade comme héros. Ouais. Sur Netflix ou sur... Oui. Ah oui, le Faucon Maltais, c'est... Oui. 4e roman, c'est La Clé de verre. Le personnage principal, c'est Ned Beaumont. C'est un joueur professionnel. C'est le bras droit d'un homme d'affaires qui règne sur la ville. Ned va enquêter sur la mort du fils d'un sénateur. Et dans ce roman, on y boit, on se bagarre encore plus, on fréquente des gangsters et des femmes fatales. L'Introuvable est publié en 1934. Il va être adapté au cinéma également, mais surtout à la télévision, dans une série qui a pour héros Nick et Nora Charles. Alors, tous les romans d'Hamet ont été publiés chez Gallimard, dans une traduction française, qui n'était pas très bonne, parce que l'argot américain avait été remplacé par de l'argot parisien. Heureusement, Gallimard a refait une nouvelle traduction, qui est plus compatible avec ce qu'on attendait, et qui est parue en 2009. Les traductions actuelles, donc, c'est Quarto Gallimard, et on retrouve ces 5 romans. En 1930, Hamet devient scénariste à Hollywood. C'est là qu'il rencontre Lilian Hellman, qui va devenir sa compagne. Leur liaison est très orageuse. Séparation, retrouvailles. Hamet va écrire l'adaptation cinématographique d'une pièce de Lilian qui s'appelle « Quand le jour viendra » et il aura un Oscar du meilleur scénario pour cette adaptation. La seconde partie de la vie d'Hamet va être dominée par l'alcoolisme et la chasse aux sorcières. Il est accusé de communisme par le sénateur McCarthy. Il est envoyé en prison pendant 6 mois. En 1951, il est traité de conspirateur rouge et de subversif dangereux. Ses ouvrages sont retirés des bibliothèques publiques et ne retrouveront leur place qu'après l'intervention du président Eisenhower. Hamet est alcoolique tuberculeux. Il meurt à New York en 1961 d'un cancer du poumon. Et franchement, vous, Michel, vous aimez Hamet ? Le Faucon Maltais, oui. Mais sinon, c'est pas la même écriture quand même. Non, c'est pas pareil. C'est une écriture plus sténographique. Oui, plus sèche. Plus sèche. Oui, c'est ça, ouais. Je suis d'accord. Alors ensuite, un autre nom que tout le monde connaît. Et dites-nous quelques mots sur Raymond Chandler. Alors, Raymond Chandler est né à Chicago en 1888, mais sa mère étant d'origine irlandaise et à la suite du divorce de ses parents, il va quitter les États-Unis pour aller en Angleterre. Il va même être naturalisé britannique. Il va travailler au moins 1 an dans les bureaux de l'amirauté. Ensuite, Chandler va rentrer aux USA avec sa mère en 1912. En 1917, il s'engage dans l'armée canadienne et va combattre en France. Après l'armistice, il s'installe à Los Angeles et commence une relation avec une femme de 18 ans, son aînée, qui est Sissi Pascal, et qui deviendra son épouse. Chandler va faire plein de petits métiers, cueilleur d'abricots, employé chez un fabricant de raquettes de tennis, et puis en 1932, il devient président d'une compagnie pétrolière qui est la Dabney Oil Syndicate, mais il va perdre cet emploi lucratif à cause de son alcoolisme et aussi à cause de la dépression. Il pense pouvoir gagner sa vie en écrivant des nouvelles policières. Sa première nouvelle, Blackmailer Don't Shoot, est parue dans Black Mask en 1933. Il gagnera $180. Oui. Il va en écrire des dizaines d'autres jusqu'en 1938. Et toutes ces nouvelles, en fait, il va les recycler pour former la trame de ses romans. Premier roman, c'est Le Grand Sommeil, en 1939, succès immédiat, et apparition d'un détective qu'il retrouvera tout le long de son œuvre, et qui est Philip Marlowe. Oui. Philip Marlowe est dégoûté de l'hypocrisie de la société américaine, il est d'un humour grinçant, il est aussi alcoolique que désabusé, et c'est lui également qui est le héros d'Adieu ma jolie, de La Grande Fenêtre, de La Lame du Lac. Ces romans étant très célèbres, ça lui ouvre les portes de Hollywood et il va faire des adaptations cinématographiques. Sa première adaptation, c'est celle d'Assurance sur la mort.
d'après un roman de James Cain pour Billy Wilder, nomination pour l'Oscar du meilleur scénario. En 1946, il écrit un scénario original qui va devenir le film Le Dahlia bleu. Tiens. Oui, on verra ça après. Oui. Le Dahlia bleu de George Marshall. Et la deuxième fois, il reçoit une nomination aux Oscars. Et puis, dans sa carrière de scénariste, il va également travailler avec Alfred Hitchcock sur l'adaptation de Stranger on a Train de Patricia Highsmith. Pendant cette période hollywoodienne, Chandler va retrouver Philip Marlowe dans La Petite Sœur, un roman qui se déroule en partie à Hollywood, et The Long Goodbye, qui va être porté à l'écran par Robert Altman. Le film s'appelle Le Privé. Sissy va mourir en 1954, elle a 84 ans, mais Chandler a beaucoup de mal à supporter ce décès. Il devient dépressif, il boit, il tente de suicider, et ces dernières années, c'est le signe de la dépression chronique. Il va mourir d'une pneumonie en 1959, en laissant un roman inachevé, Poodle Spring, qui va être terminé par Robert Parker, et qui n'est pas, il me semble, traduit en français. Mais dites donc, ils sont tous alcooliques, ces auteurs de romans policiers. Le troisième que je vous propose l'est également. Et le troisième... Alors, le troisième, je triche un peu. C'est pas le plus célèbre des écrivains de cette époque. C'est Frédéric Brown. Frédéric Brown est surtout connu par ses récits de science-fiction parodiques. Et si vous n'avez pas lu Martien Go Home, il faut vous précipiter chez le libraire pour aller le chercher. C'est un pur chef-d'œuvre. Mais c'est de la science-fiction. Hein. Oui, pourtant le titre n'est pas très accrocheur. C'est superbe. Frédéric Brown est né à Cincinnati en 1906. Il est mort à Tucson en 1972, alcoolique avec un emphysème pulmonaire. C'est toujours le même terrain. Oui. Alors, il va commencer à travailler à l'âge de 16 ans, lui aussi avec des petits métiers, employé de cirque, plongeur, détective privé, bibliothécaire. Et puis, il se met à l'écriture. Il va être édité toute sa vie dans les pulps. Aussi bien ses histoires policières que ses histoires de science-fiction. Il a beaucoup apporté à la littérature policière par des nouvelles ou des romans où les intrigues sont simples mais très originales. Et en particulier, il a écrit des nouvelles très courtes, parfois très très courtes, c'est les short novels, sans mots, mais avec une chute qui est percutante, qu'elle soit comique ou qu'elle soit plus tragique. Quelques titres de ces nouvelles. Tuer pour passer le temps, La nuit du Jabberwock, La chandelle et la hache, La fille de nulle part, Qui a tué grand-maman. Oh, ne donnez pas de mauvaises idées, je vous en La boule prie. de cristal. Tous les titres sont disponibles chez Néo. Enfin, étaient disponibles chez Néo. Je ne sais pas si ça existe encore comme publication. Alors, bon, je vous ai mis de côté tous les autres auteurs plus célèbres du roman policier. Chester Himes, avec tous ses détectives noirs de Harlem. William Burnett, qui a écrit Little Caesar. James Cain, Le facteur sonne toujours deux fois. James Hadley Chase, qui a publié Pas d'orchidée pour Miss Blandish. Mickey Spillane, avec la suite des aventures du détective Mike Hammer. Jim Thompson, Des clics et des cloaques. Et Leg Brackett, qui est une femme, et c'est une des rares femmes du roman policier noir de l'époque. Également auteur de romans de science-fiction. Et vous en oubliez un? J'en oublie un, mais ça sera pour la prochaine fois. Ah, Parce que c'est un gros morceau. C'est James Ellroy. bien sûr. À la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine. À bientôt. Merci Michel.